Donc, je vous propose de démarrer donc ce 4e midi du collectif SI médico-social, donc, dont la thématique est de comprendre l'identité nationale de santé, donc l'INS. Alors, je vous rappelle quelques points clés pour le bon déroulé de ce webinaire. Donc, vos micros ont été désactivés de manière automatique, mais seront bien sûr réactivés au moment du temps de questions-réponses qui se déroulera à la fin du webinaire. Afin de poser vos questions et pour faciliter les prises de parole, nous vous proposons donc d'utiliser la main électronique que vous pouvez donc sélectionner. Donc vous avez le petit icône réaction en haut sur la barre des tâches qui permettra voilà, de vous donner la parole. Et puis, nous vous informons donc que cette session est enregistrée puisque le webinaire sera diffusé en replay ultérieurement et mise en ligne sur le site de l'ARS et du GRADES. Au niveau du déroulé donc, de ce webinaire, nous allons traiter donc, de manière assez concrète et opérationnelle donc, des bonnes pratiques d'identification, des apports de l'INS dans vos établissements et puis en pratique, quelles pistes d'organisation vous pouvez mettre en œuvre. Un retour d'expérience illustrera donc ces éléments en fin de webinaire. Nous avons 3 intervenantes aujourd'hui, donc Céline Vierge, qui est chef de projet INS, référente identito-vigilance régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Christelle Pérez, donc du groupe Orpea, qui est responsable du pôle administratif au département qualité et satisfaction client, qui donc nous fera son retour d'expérience. Et Sandra Genevoix, donc chargée de mission qualité-sécurité au CEPRAL, qui pourra venir compléter les interventions et répondre à vos questions. Moi-même, donc Elsa Apostolou, conseillère territoriale Nexem Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Nexem fait partie du collectif SI médico-social, à l'instar d'autres fédérations du secteur. Céline, je vous laisse la parole. Merci. Alors, donc, nous allons commencer déjà par des rappels ou présentations sur les bonnes pratiques d'identification. Il faut savoir qu'il est très important d'identifier correctement un usager. Alors, pourquoi identifier correctement un usager? Alors, bien entendu, déjà pour éviter de faire une confusion entre un usager et un autre. Donc, par exemple, dans le cas de la confusion entre un mari et sa femme ou lorsque des noms sont homonymes. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que la confusion de personnes va avoir des impacts sur la prise en charge de l'usager. Donc, on peut avoir des erreurs au niveau de la distribution des repas ou au niveau de la distribution des médicaments. Donc, quand on donne le repas ou les médicaments à la mauvaise personne, mais également des erreurs liées à la prise en charge. Par exemple, une personne qui est emmenée pour des examens à l'hôpital et en fait, on se trompe de personne. Donc c'est vraiment une étape primordiale. Pour l'identification, on a 2 étapes en fait à prendre en compte pour identifier correctement un usager. Il y a tout d'abord l'identification primaire, qui consiste à créer une identité numérique à l'usager. Donc aussi bien au niveau de la recherche d'antériorité pour quelqu'un qui serait déjà venu dans une structure, que la création d'une nouvelle identité numérique pour quelqu'un qui n'est pas connu de la structure. Donc cette étape-là est en général réalisée au niveau de l'accueil de l'usager, donc par les personnes de l'accueil. Il faut prendre en compte, il faut bien avoir conscience que ce n'est pas seulement une procédure administrative. Effectivement, ça va être utilisé pour la partie facturation, par exemple, mais il faut avoir conscience que cette identification primaire va avoir des répercussions sur la prise en charge de l'usager. Et en particulier, va avoir des impacts sur l'identification secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'identification secondaire? C'est le fait de s'assurer qu'on dispense le bon acte au bon usager. Donc, c'est au niveau de la prise en charge de l'usager, chaque professionnel qui est en relation avec un usager doit s'assurer qu'il délivre bien le soin au bon usager et qu'il enregistre les données dans le bon dossier. Donc, c'est l'ensemble de ces 2 identifications, l'identification primaire et l'identification secondaire, qui va permettre d'identifier correctement un usager et de le prendre en charge correctement.
Donc, quelles sont les erreurs qu'on peut avoir au niveau de l'identification? Alors, il y a différents types d'erreurs, donc là, je vais vous en présenter 2 qui sont les plus, fréquentes. Donc déjà, il y a la création de doublons. Donc la création d'un doublon, c'est quand une personne physique va disposer de 2 dossiers, numériques, donc, au niveau d'un système d'information. Donc ici, on voit madame, Jeanne Granger, qui est donc une seule et même personne, qui, dans un établissement, va avoir 2 dossiers différents, à gauche et à droite, donc selon l'enregistrement qui a été fait, de son nom. Donc on voit que dans son nom de naissance, pour la première identité, on l'a appelé Dufour-Martin et dans la deuxième identité, seulement Dufour. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en pratique? On va avoir donc 2 dossiers différents et quand les professionnels de santé vont prendre en charge cette personne, les documents médicaux vont être enregistrés soit dans l'un, soit dans l'autre et donc on va avoir des pertes d'informations puisqu'elles vont être dispatchées à 2 endroits différents. Donc on peut avoir des pertes, par exemple, au niveau, des antécédents d'allergie ou des antécédents d'opération. Donc il peut y avoir vraiment un impact fort sur la prise en charge de l'usager. La seconde erreur d'identification qui arrive, également, donc qui est plutôt l'effet inverse, c'est ce qu'on appelle une collision. Donc là, on n'a pas une même personne qui est, séparée dans 2 dossiers différents, on a l'effet inverse, on a 2 personnes qui sont, rattachées au même dossier numérique. Donc là, on voit qu'on a, madame, Jeanne, Pierre Georges, qui est confondue avec monsieur Pierre Georges. Donc là, ça va plutôt être lié, à une mauvaise manipulation au niveau de la sélection du dossier. Donc on va sélectionner le dossier de, madame Pierre pour enregistrer des données médicales de Pierre Georges. Il faut comprendre que là, on va avoir vraiment une gestion compliquée, puisqu'on va avoir des données de santé de 2 personnes différentes qui sont dans le même dossier. Donc c'est une erreur qui va avoir des impacts aussi importants, puisque quand on va se rendre compte de cette erreur, il va falloir, regarder. Ouais. Pardon, j'ai eu une coupure, réseau. Donc c'est 2 erreurs d'identification qui sont quand même assez courantes, donc il faut, avoir en tête, de bien être vigilant au niveau de l'identification. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place, pour réduire ces, risques d'erreur? Alors déjà, il y a, des bonnes pratiques au niveau de la création d'un dossier. Donc au niveau de la création d'un dossier, ce qu'on peut mettre en place dès à présent, qu'il y ait l'INS ou pas dans la structure, c'est le fait de demander, un document d'identité à haute valeur de confiance à l'usager. Donc il y a seulement, 3 documents qui sont considérés comme étant à haute valeur de confiance, dans le RNIV. C'est la carte d'identité, le passeport et le titre permanent de séjour. Alors pour les enfants mineurs, on peut éventuellement utiliser aussi un acte de naissance, mais il faudra l'accompagner par, la carte d'identité, le passeport ou le titre de séjour, d'un de ses parents. Quand on crée un dossier, on va renseigner l'ensemble des informations connues, donc à savoir le nom de naissance, l'ensemble des prénoms de naissance, la date et le lieu de naissance. Dans le RNIV, c'est pareil, on a une nouvelle, recommandation, qui est qu'au niveau du nom de naissance et des prénoms de naissance, on les saisit avec les tirets ou, les apostrophes. Également, on demande bien de saisir l'ensemble des prénoms de naissance et pas seulement le prénom, le 1er prénom de l'usager. Et enfin, on va également renseigner, le nom ou le prénom utilisé dans la vie quotidienne s'ils sont différents des noms et prénoms qui sont sur l'état civil. Donc ça peut être effectivement le nom de femme mariée, mais ça peut être également un prénom, avec lequel l'usager a l'habitude de se faire appeler et qui n'est, pas forcément présent sur sa carte d'identité. Pour enregistrer ces informations, ce qui est important de faire également, c'est de faire participer de manière active l'usager, en lui posant des questions ouvertes. Donc par exemple, on ne va pas lui demander: «Est-ce que vous êtes bien madame Martin?» On va lui demander: «Quel est votre nom?» Pour que la personne, nous donne son nom, ce qui peut permettre de s'assurer que le papier d'identité qu'on a, en face de soi correspond bien au bon usager et éventuellement de déterminer des usurpations d'identité, dans des cas, plus rares. Il y a également, pour toute création de dossier, une antériorité à faire au préalable, donc une recherche
de dossiers qui seraient déjà existants dans le système d'information. Donc, de la même manière que pour la création, on peut faire participer, c'est même recommandé, l'usager en lui posant la question: «Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre structure?» pour savoir si on doit, effectivement retrouver un dossier, dans le système d'information. Alors pour, rechercher un dossier, les bonnes pratiques, c'est de faire une recherche systématique en se basant sur la date de naissance de l'usager et ensuite éventuellement de rajouter les 3 premières lettres du nom ou du prénom afin de filtrer pour, limiter le nombre de résultats. Alors pourquoi utiliser le filtre via de la date de naissance et pas, saisir le nom et prénom en entier? Alors déjà, s'il y a une erreur de saisie, ou justement des saisies sans apostrophe, sans tiret, dans le système d'information, si on saisit le nom, prénom en entier, on risque de ne pas le retrouver. Et la deuxième raison, c'est ce que vous avez en bas, les 2 recherches différentes qui ont été faites. On voit dans la première recherche que quand on recherche sur le nom, on va avoir, des identités, qui sont assez similaires et il va falloir faire la différence sur la date de naissance. Alors que dans le deuxième cas, on a saisi la date de naissance et on va faire la différence sur les noms de naissance et prénoms. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de différencier, des lettres que des chiffres. Il faut plus se concentrer pour voir les erreurs les différences dans les dates de naissance. Donc on va avoir moins de risques d'erreur à la sélection du dossier. Voilà, donc ça, c'est des bonnes pratiques, qui peuvent être mises en place, dès à présent, qui sont d'ailleurs certainement déjà mises en place dans certaines de vos structures, mais qui sont totalement indépendantes, de l'INS. Alors, quel est l'intérêt de l'INS, en plus de ces bonnes pratiques? Donc on va prendre un cas, actuel, donc de prise en charge sans, l'INS. Donc on a toujours notre, charmante madame, Dufour-Martin qui, dans une EHPAD et qui malheureusement, fait une chute et doit être prise en charge dans un centre hospitalier. Donc elle est connue, au niveau de l'EHPAD sous le nom sous son prénom Jeanne et son nom d'usage, Granger et donc elle arrive au centre hospitalier et on crée une identité pour cette dame, et en fait on ne voit pas que dans le système d'information, il y a déjà une identité, préexistante puisqu'au niveau de son nom de naissance, au niveau de son prénom pardon, elle avait été enregistrée, sous les prénoms Marie-Jeanne et donc la personne de l'accueil considère que ce n'est pas la même personne. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un doublon au niveau du centre hospitalier, donc on va avoir des problèmes de manque d'antériorité, enfin de tout, le dossier médical de l'usager et donc on peut avoir une prise en charge qui est moins bonne que, si on avait vraiment eu accès à tout son dossier médical. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec, l'INS? Donc l'INS, le principe général, c'est qu'on va avoir une même identité qui va être partagée par tous. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la création du dossier, au niveau de l'EHPAD? Donc on va faire la création comme je vous l'ai présenté, donc en se basant sur ces cartes d'identité et il va y avoir une étape supplémentaire qui va être l'interrogation par le logiciel, de l'EHPAD, d'une banque de données, nationale, donc via le téléservice, INSI, qui va à partir des noms, naissances et prénoms qui ont été renseignés par l'utilisateur, qui vont aller interroger donc ces bases, de données et renvoyer l'identité, unique, de cet usager. On rentrera un peu plus dans les détails, juste après. Quand, madame, Marie-Jeanne, Granger arrive à l'hôpital, il va y avoir la même, manipulation qui va être faite. C'est-à-dire qu'au niveau de la création du dossier, il va y avoir également l'appel au téléservice INSI et la même identité va être récupérée au niveau de l'hôpital. Donc ce qu'on voit, c'est que du coup, on va avoir l'identité strictement identique au niveau de l'EHPAD, au niveau du centre hospitalier, au niveau des médecins, généralistes, des laboratoires et donc madame, Marie-Jeanne Granger, même si elle se fait appeler seulement Marie dans la vie, quotidienne, elle va avoir une même identité avec les mêmes prénoms et noms d'usage, qui vont être, connus par tous les participants à son dossier médical, et donc on va s'assurer que tous les documents de santé, sont correctement, partagés. Alors en pratique, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, de qu'est-ce que c'est que l'INS?
L'INS, je vous l'ai dit, c'était une identité partagée par tous les acteurs. Donc il faut comprendre que dans l'INS, on a on a deux choses différentes. On a le matricule INS, donc qui a un numéro qui correspond au numéro de sécurité sociale de la plupart des personnes. Et rattaché à ce matricule INS, on a l'ensemble de ce qu'on appelle les traits stricts, à savoir le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code de lieu de naissance, le code INSEE de lieu de naissance de la personne. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces traits et de ce matricule qui compose l'INS. Et donc, quand dans les logiciels, on fait un appel au téléservice INSI, c'est l'ensemble de ce matricule et de ces traits qu'on va récupérer. Alors, il a noté que depuis le 1er janvier 2021, donc ça fait déjà 1 an, toute donnée de santé doit être référencée avec l'INS. Donc, en pratique, on sait très bien que voilà, ce n'est pas le cas de partout, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place dans toutes les structures et pour tous les professionnels qui ont des contacts avec des usagers pour des données de santé. Alors, en pratique, on a donc des identités dans les logiciels qui vont avoir différents statuts en fonction de la présence ou non de l'INS, la récupération de cette INS. Alors, il faut savoir que le statut vers lequel tout le monde tend, c'est avoir un statut qualifié pour une identité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un statut qualifié? C'est le fait que, d'une part, l'identité du patient a été vérifiée à l'aide d'un dispositif à haut niveau de conscience, donc la carte nationale d'identité, le passeport, etc. Et d'un deuxième point, c'est que l'INS a été récupéré avec l'appel au téléservice INSI. Donc, quand on a ces deux actions qui ont été faites, on a une identité qui est qualifiée et ça va permettre de transmettre ce matricule INS entre les acteurs de la prise en charge du patient. Donc voilà, l'objectif de tout professionnel quand il prend en charge un patient, c'est de s'assurer et de faire en sorte que l'INS soit qualifié. Alors en pratique, on va devoir faire donc les 2 actions, faire l'appel au téléservice et contrôler la cohérence d'identité avec une pièce d'identité de haut niveau de confiance. Donc les 2 actions peuvent se faire de manière simultanée ou à des étapes différentes en fonction de l'organisation de chaque structure. Donc ça, c'est vraiment en fonction du type de prise en charge qui est effectué dans les structures et en fonction de comment on veut mettre ça en place. Donc on peut faire soit les 2 au moment de l'admission de l'usager, donc faire appel au téléservice et vérifier la carte d'identité au même moment, soit on peut décider de faire l'appel au téléservice au niveau de la préadmission et contrôler l'identité qu'au moment où l'usager est en face de nous. Et on peut, et il faudra le faire d'ailleurs, faire au fil de l'eau pour les usagers qui sont déjà connus, donc qui sont déjà dans les structures. Donc si on a déjà récupéré sa pièce d'identité, on va pouvoir valider assez facilement son identité et il faudra en plus faire appel au téléservice. Donc pour ce qui est appel au téléservice, je vais laisser la parole à l'intervenante suivante qui va faire un retour d'expérience sur comment ça a été mis en place au niveau d'Orpea. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça au niveau de l'appel du téléservice. C'est des mots compliqués pour une action assez simple au final. Merci Céline. Bonjour à tous. Donc on voulait vous faire un retour d'expérience assez concret de comment nous avons mis en place l'INS au sein de la société sur tous nos établissements. Donc en pratique, les règles d'identité-vigilance sont connues déjà de tous. On les pratique depuis bien longtemps sur les établissements. Alors toutefois, le référentiel national d'identité-vigilance nous impose de nouvelles pratiques ou voire de renforcer ces pratiques. Donc concrètement, en amont, avant la mise en place de tout cela, il convient de checker certaines choses. Entre autres, de choisir les modalités techniques informatique pour la mise en place de l'INS. Nous avons fait le choix d'un certificat serveur, c'est-à-dire qu'on a homologué notre logiciel d'entrée et sortie des résidents afin de prévoir cette étape de l'INS à ce moment clé de l'admission.
et ensuite toutes les données se transfèrent directement dans notre logiciel de soins qui est donc NetSoin. Ensuite, il faut prévoir des indicateurs de suivi et de rejet de l'INS avec les motifs, puisque, comme le disait Céline, on essaye de qualifier l'INS, mais il peut y avoir des incohérences et donc des rejets, et il est important pour nous de pouvoir les suivre. Alors, au préalable, il conviendra de vérifier que chaque dossier d'admission de l'usager possède le document à haut degré de confiance. Donc ça, on peut le mettre en pratique pendant que les logiciels se préparent d'un point de vue technique. On peut déjà, dans un premier temps, vérifier que chaque dossier comporte bien la carte d'identité, le passeport ou le titre de séjour qui nous permettra de pouvoir réaliser l'INS. Ensuite, il y a toute une partie de sensibilisation du personnel sur l'identito-vigilance et la mise en place de l'INS à travers des formations où on reprend un petit peu tout ce que Céline vient de vous expliquer et surtout une petite démo pratico-pratique pour leur montrer à quoi va servir l'INS et comment on va le mettre en place. Donc ça prend du temps. Donc il faut le prévoir en amont avant la mise en place, le go, on va dire, de l'INS. Ensuite, il faudra bien évidemment mettre à jour la procédure admission avec toutes les nouvelles modalités de l'INS et le référentiel d'identito-vigilance prévoit aussi de nommer un correspondant d'identito-vigilance et de mettre en place une cellule nationale d'identito-vigilance et d'y rédiger sa politique et sa charte d'identito-vigilance. Donc, en parallèle de tout cela, il y a une information à faire auprès des usagers, puisque l'INS est applicable à tous, mais par contre, on ne peut pas s'y opposer. Informer les conseils de vie sociale que l'établissement vérifie l'INS, donc l'identité nationale de santé, ainsi que les médecins traitants pour qu'il y ait une bonne fluidité après de l'information par après. Il conviendra d'afficher à l'accueil des affiches de sensibilisation pour leur dire justement bien soigner grâce à l'INS et de remettre des dépliants. Également, il y aura une mise à jour à faire du livret d'accueil du résident pour l'informer de l'INS. Si on peut passer à la slide d'après, voilà. Alors, pour pouvoir en fait mettre en place tout ce processus lié au référentiel national d'identito-vigilance, vous avez un formulaire d'auto-évaluation qui vous permettra de faire un état des lieux de votre structure, là où vous en êtes dans vos pratiques d'identito-vigilance et vous permettre d'identifier toutes les actions à mettre en place. Voilà, slide d'après. Alors, ce référentiel, cette auto-évaluation reprend des questions qui vous permettent justement de savoir si vous avez déjà une politique d'identification, une charte d'identification, une procédure d'accueil de l'usager, etc. Et tout cela vous permettra de lister toutes les actions que vous aurez à mettre en place. Alors, sur les slides d'après, voilà, une petite présentation de notre outil, donc quelques captures d'écran qui vous permettent de mieux comprendre comment nous allons passer l'appel au téléservice INSI. Alors, dans notre logiciel, au niveau des traits, nous allons renseigner les traits d'identité de la personne, donc les traits obligatoires qui sont notés donc pour pouvoir vérifier l'INS, donc la civilité, le sexe, le nom de naissance, le nom utilisé s'il est donc le nom marital, on va dire, s'il est différent du nom de naissance, le prénom de naissance, le premier prénom de naissance, les prénoms utilisés, la date de naissance, le lieu de naissance, et nous gardons bien évidemment dans notre logiciel le numéro de sécurité sociale. De là, nous sélectionnons sur quel document à haut degré de confiance nous avons fait le contrôle de référence, donc si c'est la carte d'identité, et après, grâce au bouton récupérer l'INS, nous cliquons dessus et nous pouvons récupérer l'INS. Alors il s'agit juste d'une capture d'écran, mais normalement quand nous faisons récupérer l'INS, tous les champs qui sont sur le côté gauche s'inscrivent et qui nous permettent d'avoir donc le matricule et l'identité nationale de santé.
Ensuite, voilà, ce qui est très important, c'est de ne pas qualifier si vous avez des discordances. Et des discordances, on peut en avoir. Par exemple, là, sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez voir un appel à l'INS avec les données envoyées pour le nom de Madame Chichi Katarina. Il nous a bien été récupéré les mêmes données. Donc là, on peut dire qu'on est en toute sécurité par rapport à la base envoyée de notre logiciel et par rapport à la base récupérée de l'INS. Et donc là, on peut qualifier notre identité en toute sécurité. Et ensuite, nous, de notre côté, les transferts se font automatiquement vers notre logiciel de soins qui permettra de savoir que le médecin pourra en toute sécurité, comme c'est une identité qualifiée, envoyer des données numériques à travers le DMP, etc. Par contre, voilà, sur le côté droit de l'écran, vous voyez une INS qui a été récupérée, mais pour autant, il y a des erreurs sur le nom de naissance, sur le premier prénom de naissance ou sur le sexe. Donc là, bon, c'était un exemple. Souvent, il nous remonte peut-être une problématique sur le premier prénom de naissance, par exemple d'un prénom composé, Jean-Paul, où il nous remonte que Jean, ou sur un nom de naissance avec la confusion du nom marital parce que, par exemple, il a été mal saisi dans notre logiciel. Donc, tout cela pour dire que dès qu'il y a une discordance, on n'accepte pas l'INS. Donc, il reste sur un statut différent, ce qui nous permet, nous, de pouvoir ensuite lancer les actions correctives, c'est-à-dire soit vérifier dans notre logiciel s'il n'y a pas eu une erreur au moment de la saisie, ou alors de voir s'il n'y a pas d'erreur et qu'on est conforme aux documents à haut degré de confiance, de voir avec la famille quelles sont les problématiques et d'engager des actions, une démarche pour corriger l'erreur sur la base de l'INSI ou sur la pièce d'identité. Pour cela, il existe des formulaires en ligne pour permettre aux familles de pouvoir faire corriger l'erreur dans la base de l'INSI. Voilà, donc vous voyez que c'est assez simple. En un clic, on a procédé à la qualification ou pas de l'INS, au moins à sa récupération. Dans la pratique, on va dire qu'on a à peu près 80% à 90% des identités des résidents qui sont présents qui sont qualifiées. Donc pour lequel nous pourrons utiliser le DMP ou utiliser la messagerie sécurisée. Par contre, il y a voilà, quelques résidents pour lesquels nous n'avons pas encore pu qualifier puisqu'il y a des actions à entreprendre ou quelquefois des identités qui n'ont pas été trouvées. Voilà, dans le concret, on va dire que la mise en place de l'INS est quand même assez simple du fait qu'on interroge une base et que la base nous redonne des informations. Et après, là où il faut être très vigilant et sensibiliser vos équipes, c'est surtout sur la qualification et l'acceptation des discordances. Voilà. Merci Christelle. Donc je vous propose ce temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sandra Genevoix, Christelle Pérez et Céline Vierge sont là pour y répondre. La présentation était très claire. Je ne vois pas de main se lever. Alors, une question. Donc, est-ce que les logiciels DUI référencés Ségur seront équipés de l'INS ? Oui, donc effectivement, dans le cadre du Ségur, les logiciels qui sont référencés Ségur sont bien référencés contiennent bien l'INS. Merci Céline. Alors, j'ai vu une main se lever, mais je crois qu'il s'est rebaissé. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de poursuivre. Donc, on vous a proposé voilà, quelques adresses ressources en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc, une adresse de contact, donc esms.numérique@santé-ara.fr. Plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites du GCS Sara, de l'ARS, qui vous donnent donc des informations à la fois sur le programme SMS numérique, le collectif SI médico-social et puis une action donc, spécifique sur la cybersécurité. Il y a un webinaire qui avait été réalisé et qui est disponible en replay. Les sessions des midis du collectif donc, sont toujours disponibles en replay sur les sites du GCS Sara et de l'ARS. Et puis, nous avons également proposé quelques pages ressources donc, sur le CEPRAL, le GCS Sara, le webinaire NS donc, sur la mise en œuvre et la compréhension de l'INS, le référentiel INS donc, pour les professionnels du médico-social. Et ce lien vous permet également d'accéder donc à un questionnaire d'auto-évaluation. Et puis, donc, la demande de modification de la base INSEE, si effectivement il y a des erreurs identifiées. Donc, vous avez un formulaire de demande de modification. Donc, ce document de présentation avec ces liens vous sera transmis donc, à la suite de ce webinaire. Elsa, je vois qu'il y a une question sur les bases de référence nationales de l'INS qui sont-elles mises à jour avec l'état civil? Oui. Alors, je vous laisse y répondre. Oui, pour moi, non, puisque en fait, c'est pas tout à fait la même base. Celle de l'INS est sur une base plutôt de l'INSEE, je pense, et celle de l'état civil est plutôt pour les cartes d'identité nationales. Donc, on peut avoir des incohérences entre ces deux bases. C'est exactement ça, effectivement, sur l'INSI, c'est basé sur l'INSEE. C'est pour ça que le formulaire de correction a une demande de correction de l'INSEE s'il y a un problème sur le retour du téléservice INSI. Et effectivement, c'est ce qui explique les discordances éventuelles entre ce qui sera affiché sur une carte d'identité et ce qui sera renvoyé par le téléservice INSI. Ce ne sont pas les mêmes bases derrière. Donc, effectivement, il peut y avoir des écarts qui seront corrigés au fur et à mesure, mais pour l'instant, effectivement, il peut en exister. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure ce webinaire. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain Midi du collectif.